Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Michel. Bonsoir. Michel Bussy, je suis ravi de vous avoir. Non pas pour un polar. Au début, quand on m'a dit que vous allez recevoir Michel Bussy, je me suis dit ah, un polar, un thriller. Bah non, c'est autre chose. Vous nous surprenez. Et je crois que vous êtes surpris aussi peut-être, non? Oui, alors dire que c'est pas un polar, ça n'est pas complètement un polar. Par Non, il y contre, a j'ai un peu de essayé de ça. l'écrire quand même sous une forme de thriller, de polar, pour que les gens tournent les pages très vite et aient envie de connaître la suite. Il y a quand même du rebondissement, il y a des twists. Ah oui, ça oui. Voilà. Ça, Donc, on voilà. sent Donc, quand même l'auteur de Ce n'est polar. pas qui est là que un derrière. polar, on va dire. Ça s'appelle Les Ombres du Monde. On va en parler de ce livre qui est important, qui est une des grandes sorties littéraires de la rentrée, comme on dit. Avant ça, trois petites questions, vous êtes d'accord? On va Questionnaire essayer. de Proust, on essaye. Allez, si vous étiez un sentiment, Michel Bussy, vous serez quoi? La gentillesse. Ah oui, Ouais. donc vous êtes un homme gentil. Je sais pas, mais j'aime beaucoup la gentillesse Ouais. en fait. Je trouve que c'est très utile d'être gentil. Ah bah oui, et ça se perd un peu, hein? Je suis pas sûr. Non, que ça se perd. revient. Non, je sais pas si ça s'est déjà perdu. Après, tout dépend vers qui on fait preuve de la gentillesse. Toujours dit, moi, la gentillesse, c'est de l'investissement à long terme. C'est-à-dire, je pense que les gens gentils s'en sortent bien mieux que les gens qui ne le ouais. sont pas. Pas mal, investissement à long terme. on Ouais, je retient. crois. Si vous étiez, attention, une odeur d'enfance. Ouh, une odeur Ouais, d'enfance. ça faut aller chercher, hein. Oui, il faut aller chercher assez loin. Non, ça serait un parfum de forêt. Ça serait des pommes de pin, en fait. D'accord. Vous avez grandi près de la forêt? Non, mais j'avais beaucoup en colonie de vacances. Et en colonie de vacances, il y avait beaucoup de jeux de forêt, des Ouais. cache-cache, voilà, et donc notamment dans les grandes forêts de sapins. Voilà. Quelle Donc, région? en Auvergne. En Auvergne. Je suis curieux, hein. C'est mon Ah ben métier. non, c'est normal. On va parler de forêt aussi, d'ailleurs. Toute dernière question, si vous étiez en voyage. Bah, on va dire le dernier, qui est le plus important, c'est quand même le voyage au Rwanda. Ouais, hein. Qui vous a Forcément. permis, entre autres, d'écrire ce livre, Les Ombres du Monde, et vous êtes l'invité, Michel Bussy, de LCR, ce soir. On va à l'école directement ou alors le petit déjeuner. Gabriel Chapin, ne crois pas que je t'ai pas vu, hein. Les enfants, sortez de mon jardin! Dépêchez-vous! Si je comprends bien, nous avons là la bande des 5. Vous savez tous que cette année, pour la première fois, les Burundais pourront choisir librement leur président de la République. Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis? Ah bah écoute, ils ont pas le même nez. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire. Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et vont à la même église. Mais c'est pas pourquoi alors? Et bah à cause de leur nez. Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux? Qu'est-ce qui se passe, Gabi? Je sais pas. Papa! Ouais. Il y a eu des coups de feu. sais. Qu'est-ce qui se passe Je suis là. Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi. Ils tuent des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer. Voilà, ça c'est Petit Pays, c'est le pays juste à côté, l'autre petit pays, encore plus petit d'ailleurs, je crois, le Burundi. Hein, que le Oui, Rwanda, c'est ça. C'est à peu près la même taille. Ouais, Voilà. un peu de choses près. J'ai choisi cet extrait de Gaël Faye, il faut lire le livre aussi si vous ne l'avez pas lu, parce que, évidemment, il y a des correspondances, notamment l'enfance, notamment les questions que Maë, votre personnage, pose à son grand-père. C'est quoi la différence entre un Hutu et un Tutsi? C'est des questions presque naïves, mais évidentes aussi. Oui, alors le roman de Gaël Faye, Un petit pays, qui a un vrai best-seller en France, et Ouais. surtout qui est maintenant étudié au collège. Ça C'est fait une vrai. dizaine d'années qu'il est étudié au collège. Moi, quand j'ai lu Petit pays, j'ai eu l'impression, pour la première fois de ma vie, pourtant je lis depuis que j'ai 6 ans, de lire un classique d'un C'est auteur vrai. vivant. Et je me dis, ça va devenir un classique, et c'est déjà devenu un classique. Et c'est vrai qu'en lisant Petit pays, c'est aussi ce qui m'a donné envie d'écrire Les Ombres du Monde, parce que Petit pays, c'est un roman formidable qui raconte la guerre,
à hauteur de l'enfance. Ouais. Et cet enfant, il ne comprend pas la différence entre les Hutus et les Tutsis, il ne comprend rien, et du coup, c'est l'absurdité de la guerre vue par un enfant. Et dans ce roman, Les Ombres du Monde, c'est presque l'autre face, et je voulais que les gens comprennent, que les gens se disent, mais comment ce génocide a-t-il pu être possible, et comment, notamment, la France a-t-elle pu, quelque part, laisser faire ce génocide, laisser le temps aux génocidaires de s'organiser. Oui, et laisser ce pays dans l'ombre, parce qu'il est très beau ce titre, Les Ombres du Monde. C'est un pays qui reste à l'ombre du monde, tout comme le Burundi aussi, mais voilà. Et donc, du coup, on a pu faire ce qu'on voulait, quoi. Oui, il y a eu 100 jours, le génocide, c'est 1 million de morts en 100 jours. 94. C'est donc le génocide le plus, entre guillemets, efficace de l'histoire de l'humanité. Et donc, pendant ces 100 jours, il n'y avait pratiquement pas de journalistes, c'est-à-dire que l'ONU, la France... Il y avait une radio d'Émile Colline, mais c'était... Oui, qui était la radio des génocidaires, qui a ordonné de couper, comme il disait, de couper les Tutsis, les Cancrelats, donc on déshumanisait les Tutsis. Et effectivement, pendant ces 100 jours, eh bien, ça a été un blackout complet, avant que finalement l'ONU n'intervienne. Mais il y a eu une espèce de sidération de se dire on ne va pas rajouter de l'autorité, alors que ce génocide aurait pu être évité. On le sait aujourd'hui, il aurait suffi sans doute de quelques milliers de soldats d'ONU qui interviennent pour arrêter ou même empêcher ce génocide. C'est ça que vous montrez à travers vos personnages fictifs, mais aussi des personnages réels. Vous parlez de l'attentat, notamment du président, etc. Mais vous montrez qu'on aurait pu éviter ça. C'est ça qui est terrible, notamment avec les soldats français. Oui, on aurait pu les éviter de beaucoup de façons. Déjà, les Français arrivent en 90, en octobre 90. Donc on est 4 ans avant. On compte 4 ans avant et le roman génocide, commence comme ça. Bien sûr. Et il y a un grand nombre de lanceurs d'alerte, d'humanitaires, même de militaires français, d'attachés de l'ambassade, qui vont faire remonter des rapports comme quoi un génocide se prépare. Des listes, il y a des listes de gens assassinés, il y a des caches d'armes. Tout ça va être documenté et il y aura des alertes, mais personne ne va intervenir, personne ne va y croire. Il y aura des alliances, des complicités. Et au final, donc ces génocides auraient pu être empêchés simplement parce qu'on a laissé le temps aux génocidaires de s'organiser. De s'installer, ouais. Voilà. Et ensuite, évidemment, au moment où le génocide s'est déclenché, après l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais, eh bien, il aurait suffi à ce moment-là d'une intervention militaire, sauf qu'effectivement, l'ONU, la France ont voulu rester neutres, ne pas intervenir, n'osant pas croire finalement, croyant à une guerre, alors que ce n'était pas une guerre, c'était un génocide planifié. Ça, c'est l'histoire. Vous êtes documenté des milliers d'heures de travail. J'ai lu ça dans une interview quelque part, des rapports même d'état-major, etc. C'est l'histoire. Et là-dessus, vous venez greffer vos personnages avec plusieurs générations. C'est passionnant. C'est une fresque. C'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est comme une fresque familiale, on va dire. Oui, c'est exactement ça. Une quête d'identité. Oui, moi, ce que je voulais, c'est que les lecteurs soient passionnés et de l'empathie. Ah, mais on l'est. En fait, c'est une histoire d'amour. Ça commence par une histoire d'amour assez simple entre Espérance, qui est une jeune Rwandaise démocrate, prof de mathématiques, qui croit en la démocratie de son pays. Donc on est en 94. En 90. 90, le mur de Berlin vient de chuter. Partout en Afrique, on croit à la démocratie, on croit à un nouveau monde. Et puis, donc, Yorick, qui est un militaire français, parachutiste, qui vient de débarquer au Rwanda, il ne connaît pas ce pays, ils vont tomber amoureux, et à la fois, ils vont s'aimer, avoir un enfant, se marier, et à la fois ne jamais se comprendre. Donc, c'est aussi la rencontre d'une histoire d'amour ratée entre le Rwanda et la France, qui vont s'aimer, se détester, et surtout, ne pas faire les bons choix. Ouais. Est-ce qu'une histoire d'amour, une histoire, pas romantique, le mot est un peu galvaudé, mais... une histoire qui sort de votre tête, qui n'a pas existé. Est-ce que ça aide à mieux comprendre des événements comme ceux-là, par exemple, à votre avis? Oui, moi je crois que la fiction éclaire les ombres du monde. C'est parce que mes deux personnages, l'un représente l'envie de démocratie du Rwanda, une espèce d'essor, le rôle des femmes est essentiel au Rwanda, et d'un autre côté, Yorick qui représente finalement une forme de naïveté de la France ou peut-être des organisations internationales qui croient bien faire et qui finalement entraînent légitiment des génocidaires. Et donc oui, à travers cette petite histoire, et puis c'est une histoire de survie. Mon héroïne, elle s'appelle Espérance, c'est pas pour rien, même si c'est un prénom courant au Rwanda. Et donc, évidemment, elle va se battre pour survivre, elle va se battre pour sauver sa fille, elle va se battre pour sauver ses idéaux. Et donc, il y a quand même cette idée que, comme ce ne sont pas des vrais personnages, eh bien, je pense qu'on met un petit peu à distance le lecteur, et il va finalement accepter de rentrer dans la grande histoire parce qu'il a une héroïne, une forte, et il veut que cette héroïne survive. Ce qui est assez différent des récits d'autofiction, où on sait déjà effectivement que ce que raconte la romancière ou le romancier
c'est réellement sa vie propre. Et ça vous permet aussi, Michel Bussy, de voyager dans le temps, parce qu'il y a plus ou moins 3 périodes, on va dire. Il y a 90, 94, et puis 2025, où le grand-père, donc votre héros, le soldat dont on a parlé tout à l'heure, il est grand-père, on ne va pas trop dévoiler, hein, mais il va emmener sa petite fille voir les gorilles au nord, je crois que c'est au nord du Rwanda. Oui, tout à fait, c'est un prétexte, ça? Alors, c'est un prétexte. Mae, qui est la petite fille, elle n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Sa mère est rwandaise, mais elle avait 3 ans lors du génocide, donc elle n'a aucun souvenir du génocide, aucun souvenir direct en tout cas. Et donc, oui, Mae a fait tout pour retourner au Rwanda. Elle est très maline, cette petite fille. Elle est très maline, donc les gorilles, c'est un prétexte finalement pour retourner au Rwanda. Rwanda, aujourd'hui, c'est un pays sûr, c'est un pays touristique, hein, c'est un pays, très très beau pays. Très propre, vous remarquez à un moment donné, elle est dans la voiture. Oui, c'est le pays sans plastique, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui veulent montrer que le Rwanda serait une sorte de vitrine de l'Afrique. On voit bien, aujourd'hui, il y a les championnats du monde de cyclisme. Hein, c'est le premier pays africain à accueillir une compétition de ce type. Donc on voit bien qu'il y a une vitrine. Et d'un autre côté, quand on se promène au Rwanda, il y a des lieux de mémoire partout. 30 ans, 31 ans, c'est pas vieux. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont vécu le génocide. Beaucoup de jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui ont été nés pendant le génocide. Donc du coup, on a ce pays qui est très très attachant parce que c'est un très beau pays, c'est un pays très accueillant. Et d'un autre côté, il y a cette mémoire permanente d'un drame qui est un des plus terribles de l'histoire de l'humanité. Et puis il y a des rescapés qui sont encore là, et des anciens victimaires. Enfin, vous voyez, tous ces gens se croisent aussi. C'est ça qui est compliqué au Rwanda. Hein. Alors, ce qui est assez étrange, et finalement, ce qui est une vraie marque d'humanité, c'est que ce pays s'est reconstruit très vite, alors qu'il y a, on rappelle, 1 million de morts, 1 million de Tutsis, et que, comme c'est rappelé un petit peu dans l'extrait de Petit Pays, ils parlaient tous la même langue, ils habitaient le même village, donc ils sont revenus habiter les mêmes villages, ensemble. Et donc les victimes et les bourreaux cohabitent. Ouais. Il y a eu des tas de procès populaires, ce qu'on appelait les gachacha. Donc c'est presque un modèle de comment un pays peut-il se reconstruire après un génocide aussi terrible. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils y sont parvenus. Ouais. C'est aussi un des pays les plus jeunes du monde, puisqu'une grande partie des gens âgés ont été assassinés. Ouais, et donc cette jeunesse fait que on peut espérer que le Rwanda se reconstruise. Maintenant, il n'y a plus de Hutu, Tutsi, c'est interdit depuis 1994. Ça fait 30 ans que ceci est interdit. Ça résonne très fort avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Hein. Enfin, on est d'accord. Enfin, il y a des correspondants, je trouve. Hein. La possibilité peut-être un jour de se remettre ensemble. Oui, la question du génocide, elle est importante, puisque pendant très longtemps, pendant de longs jours pendant le génocide, on a nié le fait que ce soit un génocide au Rwanda. L'ONU aurait dû intervenir, donc ils ont refusé de qualifier ce drame de génocide. Et encore longtemps en France, on a parlé de double génocide, de génocide avec un S, alors que bien entendu, dans un génocide, il n'y a pas de S, c'est une organisation planifiée. C'était pour amoindrir. Merci beaucoup pour ce livre. Michel Bussy, Les ombres du monde. Je vous conseille fortement, c'est aux presses de la Cité. Vous aurez peut-être d'ailleurs le prix Renaudot des lycéens, ou même le Giono, on verra. On verra, je suis sur les listes. Merci. Merci beaucoup, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.